Retrouvé mort, baignant dans une mare de sang au volant de sa voiture, Jean-Pierre a ainsi été découvert par son voisin. Lorsque la police arrive sur les lieux du crime, elle va découvrir également dans le coffre de la voiture Françoise, l'épouse de Jean-Pierre, revolverisée elle aussi. L'enquête démarre tout doucement. Et puis la police va découvrir l'assassin et les mobiles de l'assassin. Jean-Pierre et Françoise ont été tués pour un mobile bien futile. Voici l'histoire de Jean-Pierre et de Françoise. Donc, comme d'habitude, avant de vous raconter ce crime, je vais un petit peu vous parler de ce couple. Alors, Jean-Pierre et Françoise formaient un couple de retraités sans histoire, du moins en apparence. Mariés depuis plus de 40 ans, ils ont toujours vécu à Saint-Gilles, une petite ville paisible du Gard. Jean-Pierre, 74 ans au moment des faits, a été agriculteur toute sa vie. C'est un homme de la terre, il est fier de son exploitation et il n'a jamais voulu quitter son village natal. Jean-Pierre, c'est un travailleur acharné. Il a bâti sa ferme de ses propres mains et même après sa retraite, il continuait à s'occuper de son potager et à donner un coup de main à ses anciens collègues. Donc, après avoir dirigé sa ferme pendant des décennies, il a enfin décidé de prendre sa retraite. Mais c'était un homme de caractère, dur au travail et réputé pour être autoritaire, voire un peu cassant. Il n'était pas du tout du genre à faire des compromis et attendait de son entourage qu'on suive ses règles. Françoise, quant à elle, c'était tout l'inverse de son mari. Elle était douce, discrète. Elle avait été institutrice dans une petite école du coin. Et puis, elle a arrêté rapidement et elle s'est consacrée à élever leur fille unique, Sophie. Elle était beaucoup plus conciliante que son mari et elle tempérait ses excès. Mais elle était toujours loyale envers son mari. Bref, vous l'aurez compris, le caractère de Françoise était à l'opposé du caractère de son mari. Elle était plus douce, plus effacée. Donc, grosso modo, ce couple mène une vie tranquille. Ils ont une maison modeste, mais toutefois très confortable, entourée d'un jardin qu'ils entretiennent avec soin. Ils aiment recevoir leur fille, qui est âgée de 45 ans, et son mari Laurent. Bien que parfois les relations ont été un petit peu compliquées entre le beau-père et le gendre. On va apprendre un peu plus tard que, en apparence, tout allait bien, mais qu'il y avait quand même certaines tensions familiales. Voilà, je vous ai un petit peu dressé le topo de ce couple. Maintenant, revenons au 4 mai 2021. Jean-Pierre et Françoise ne donnent plus signe de vie. Ce sont d'abord les amis qui vont s'inquiéter, qui constatent que Jean-Pierre, qui devait venir les aider au jardin, n'est pas venu. Et puis Françoise, qui devait passer prendre le pain ce matin, elle n'est pas venue non plus. Donc, le 5 mai, leur fille commence à paniquer. Ils n'ont jamais disparu comme ça. Elle appelle plusieurs fois, pas de réponse. Le téléphone fixe de la maison sonne dans le vide. Le portable de Jean-Pierre est éteint. Alors, Sophie et Laurent, le mari de Sophie, vont se rendre chez eux. Mais la maison est silencieuse. Il n'y a pas de signe d'effraction, les volets sont fermés et la voiture a disparu. Tout est en place, sauf qu'il y a un détail troublant. Leur fille va s'apercevoir qu'il y a 2 tasses de café à moitié pleines, comme si quelqu'un avait été interrompu en pleine conversation. Et puis, dans l'entrée, les affaires de Françoise sont toujours là. Elle trouve le sac à main de Françoise avec ses clés et son portefeuille. Et ça, elle ne part jamais sans. Elle ne part jamais sans eux. Bah oui, une femme, elle part toujours avec son sac à main et au moins son manteau, même si on est au mois de mai à cette époque-là. Donc, leur fille commence un petit peu à s'inquiéter. Elle sent que quelque chose ne va pas. Et elle insiste pour que son mari, Laurent, l'accompagne signaler la disparition de ses parents. Il hésite, il essaye de la rassurer, il lui dit que peut-être ils ont décidé de partir en voyage. Mais leur fille n'y croit pas. À 72 et 74 ans, on part pas en voyage comme ça. Voilà, on peut partir en voyage, mais pas de cette façon, évidemment. Donc, le 5 mai, la gendarmerie va ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Alors, c'est vrai que Jean-Pierre et Françoise, quand ils ont arrêté de donner des nouvelles, au début, il n'y a
personne vraiment qui s'est inquiété, du moins immédiatement, parce que le couple a l'habitude de s'isoler et parfois il ne répond pas au téléphone pendant plusieurs jours. Mais au bout d'un moment, leur fille a trouvé ça étrange. Et je vous dis, elle a essayé d'appeler sa mère plusieurs fois et pas de réponse. Elle va contacter la voisine qui dit que, effectivement, les volets sont fermés depuis plusieurs jours. Voilà. Mais le 6 mai, c'est-à-dire que le lendemain de la déclaration de la disparition, un ouvrier agricole va trouver une voiture abandonnée dans un hangar. Et comme je vous le racontais au début de l'histoire, il découvre Jean-Pierre, derrière son volant, qui baigne dans une mare de sang. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, tout va s'accélérer. Ils vont faire la deuxième découverte, le corps de Françoise dans le coffre, recroquevillé sur elle-même. Alors là, c'est plus une enquête pour disparition, mais c'est une enquête pour meurtre. Qui pouvait en vouloir à ce couple sans histoire? L'enquête démarre. Très vite, les enquêteurs vont écarter l'hypothèse d'un cambriolage. Bah oui, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'effraction, donc ça signifie que les victimes semblaient connaître le meurtrier. L'enquête se tourne très rapidement vers l'entourage familial. C'est le cercle le plus proche. Leur fille, elle est effondrée, elle pleure, elle comprend pas. Ses deux parents sont morts, vous imaginez? C'est terrible pour elle. Par contre, le mari, Laurent, lui, il semble calme. Je dirais même, il semble étrangement calme. Et il affirme qu'il n'a pas vu ses beaux-parents depuis plusieurs jours. Mais quand on lui demande ce qu'il faisait le 4 mai, il n'a pas d'alibi. Alors, les enquêteurs, ils ont, une certaine intuition. Et ils vont commencer à creuser autour de Laurent. Pourquoi Laurent, me direz-vous? Eh bien, parce qu'ils vont apprendre très rapidement, grâce aux voisins et à la famille, qu'il y a de la tension entre lui et Jean-Pierre, que c'était connu. Il y avait souvent des frictions entre eux. Pourtant, Laurent, il ressemble à un homme lambda, j'ai envie de dire. Il a 52 ans, il est infirmier libéral et il est marié à Sophie depuis une vingtaine d'années. Ensemble, ils ont même 2 enfants, qui sont adultes d'ailleurs, et qui sont partis vivre ailleurs. Donc, à première vue, Laurent est un homme sans histoire. Il est travailleur, sérieux, discret. Mais les enquêteurs vont rapidement comprendre que derrière cette façade se cache une rancœur profonde. En effet, depuis le début de son mariage avec Sophie, il a senti que Jean-Pierre, le père, ne l'acceptait pas. Ce dernier le trouvait pas assez ambitieux, il n'était pas assez viril et le trouvait un petit peu trop effacé. Malheureusement, il le comparait souvent à d'autres hommes de la famille plus costauds, plus entreprenants et plus hommes, quoi. On va dire ça comme ça. Pendant des années, Laurent, il a encaissé en silence. Il a supporté les critiques à peine voilées et les remarques acerbes pendant le repas de famille. Sophie, elle est prise entre son mari et ses parents qu'elle adore. Elle essaye d'apaiser les tensions, mais voilà, elle prend jamais vraiment parti pour son mari. Elle aime son mari, elle aime Laurent, mais voilà, elle restait toujours sous l'influence de son père. Finalement, avec le temps, la rancœur de Laurent s'est transformée en haine sourde. Alors, pour les enquêteurs, il n'en faut pas plus. Il n'a pas d'alibi et il a un mobile. C'est suffisant pour que Laurent soit cuisiné plus sérieusement par les enquêteurs. Donc, en fait, une enquête assez simple parce que la police va déjà aussi se demander comment la voiture du couple s'est retrouvée dans ce hangar abandonné. Donc, ils vont analyser les caméras de surveillance de la ville et ils vont repérer un détail assez troublant. Le soir du 4 mai, la voiture du couple circule. Mais curieusement, ce n'est pas Jean-Pierre qui est au volant. Donc les experts vont agrandir l'image. Et quand les experts vont agrandir l'image, quelles ne sont pas leur stupéfaction, ils vont reconnaître Laurent. En parallèle de cette expertise, l'analyse balistique va révéler que les victimes ont été tuées avec un pistolet qui appartient à Laurent. Et oui, les balles retrouvées dans les 2 corps correspondent parfaitement à un pistolet que Laurent possède.
Et quand on va lui demander où est son arme, il va dire qu'il l'a perdue. De plus, les experts scientifiques vont déceler grâce au luminol des gouttes de sang infimes et invisibles à l'œil nu. Ces traces ont été maladroitement nettoyées. Or, la dernière personne à avoir conduit la voiture du couple, c'est Laurent, puisqu'il a été vu grâce aux caméras de télésurveillance. Donc, c'est lui, le dernier à avoir emprunté la voiture et donc à avoir nettoyé le sang. En fait, ce qui inculpe vraiment Laurent, ce n'est pas juste la présence du sang dans le coffre, c'est l'ensemble des indices qui montrent qu'il a manipulé la voiture et tenté d'effacer des traces. Je vous rappelle qu'il affirme ne pas avoir vu ses beaux-parents ce soir-là. Et la voiture a été conduite après le crime. Or, c'est Laurent qui était au volant. Devant cette combinaison d'éléments, les enquêteurs savent pertinemment que Laurent est impliqué. L'étau se resserre doucement, progressivement, mais certainement autour de Laurent. Donc, avec ces preuves irréfutables, ils vont aller interroger Laurent. Bien évidemment, au début, Laurent nie toute participation à ce meurtre. Mais quand les enquêteurs vont lui annoncer qu'ils ont des preuves accablantes, Laurent craque. Il va baisser la tête et murmurer « Oui, c'est moi, j'ai tout fait ». Et là, il va se mettre à table, comme on dit. Donc Laurent explique qu'il est allé ce soir-là chez eux et voilà, comme d'habitude, ils ont encore commencé à se disputer, comme souvent. Sauf que cette fois-ci, ça a vraiment dégénéré. Jean-Pierre l'a traité d'incapable, il lui a dit que c'était pas un homme. Laurent, il a perdu le contrôle. Il a sorti son arme et il a tiré sur Jean-Pierre, à bout portant. Quant à Françoise, dans la cuisine, lorsqu'elle a entendu les coups de feu, elle est arrivée en criant, elle est arrivée en hurlant, tétanisée. Elle l'a regardé terrifiée et Laurent, là, il n'a pas réfléchi. Il a levé son arme et tiré. Un coup net, en pleine tête. Elle s'est écroulée sur le sol de la cuisine. Pris de panique, Laurent sait qu'il ne peut pas laisser les cadavres dans la maison. Alors il transporte le corps de Jean-Pierre jusqu'à la voiture et il l'installe sur le siège passager et puis il revient chercher Françoise. Cependant, il hésite. Il a peur qu'un passant voie une silhouette assise à l'avant. Alors il va décider de la cacher dans le coffre. Et puis il va conduire la voiture jusqu'au hangar isolé, où elle sera retrouvée plus tard par l'ouvrier agricole. Et il rentre tranquillement chez lui. Il nettoie l'arme, il se douche. Et il va se coucher. Le lendemain, il va se comporter comme si rien ne s'était passé. Il va expliquer qu'il ne supportait plus les remarques, le mépris de Jean-Pierre, la façon que Jean-Pierre avait de le rabaisser sempiternellement. Voilà. Il va raconter son crime, sans aucune émotion, avec une certaine froideur même. Après ses aveux, il est aussitôt inculpé et incarcéré pour homicide volontaire. Lors de son procès, Sophie, elle est là. Elle fixe son mari, l'homme qu'elle aime depuis 20 ans, mais l'homme qui a tué aussi ses propres parents. Elle comprend pas. Laurent, lui, ne cherche pas d'excuses. Il va juste dire « Je voulais que ça s'arrête ». Il est là, il est impassible, il n'exprime aucun remords. Lors du procès, l'avocat de Laurent va expliquer que c'était une relation empoisonnée, parce que depuis des années, Jean-Pierre ne cachait pas son mépris pour Laurent. Il le trouvait mou, effacé, pas assez travailleur. Un infirmier ? Bah, c'est pas un vrai métier. C'est pas un homme qui travaille de ses mains, ça, lâchait-il parfois devant ses amis. Jean-Pierre, il avait espéré autre chose pour sa fille chérie. Il avait espéré qu'elle épouse un agriculteur ou un artisan, enfin quelqu'un qui travaille de ses mains, et pas quelqu'un qui passe sa journée à soigner des vieux dans des maisons de retraite. Et puis avec le temps, les critiques s'étaient faites de plus en plus cinglantes. À chaque repas de famille, Jean-Pierre le rabaissait tout le temps. Alors, t'es toujours en train de soigner tes malades ? Ah, bah si t'avais un vrai métier, tu gagnerais mieux ta vie. Sa femme, Françoise, elle n'était pas d'accord avec ça. Elle tentait d'apaiser les tensions.
Mais comme je vous l'ai dit, elle ne s'opposait jamais vraiment à son mari. Et elle laissait faire. Quant à la fille, elle était coincée entre son mari et son père. Elle adorait son père. Et elle voyait bien que Laurent souffrait en silence. Mais malgré tous les effets de manche de cet avocat, les jurés ne vont pas tenir compte de ses arguments et vont condamner lourdement Laurent. Sans grande surprise, il va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Pierre et Françoise, ils ne sauront jamais que les paroles de Jean-Pierre et ses humiliations constantes ont transformé leur gendre en assassin. Voilà, Laurent a vécu 20 ans de mépris, 20 ans de reproches, 20 ans de ravalement de colère. Et puis, un beau jour, il a décidé de ne plus encaisser. Et en une soirée, il a malheureusement tout détruit. Dans ce drame, c'est Sophie, c'est la fille. Elle a perdu ses parents et son mari en un seul coup. Voilà. Souvent, derrière chaque famille, il y a des rancunes qui couvent à feu tout doux. Mais parfois, elles explosent dans le sang. Voilà, j'espère que cette histoire, bien que tragique, comme toutes les histoires que je vous raconte sur ma chaîne, vous aura cependant intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour l'histoire d'un nouveau crime.